Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer par remercier Didier Fassin, bien sûr, le remercier à double titre. D'abord, bien sûr, de l'invitation à parler aujourd'hui devant vous dans cette enceinte vénérable et de me confier l'ouverture de cette première session, de la partager avec Pascal-Marie Chalard. Et en second lieu, et c'est plus important encore, pour la source de réflexion que certains des travaux de Didier Fassin ont constitué pour moi, alors que je me mettais, il y a une dizaine d'années environ, à travailler sur la question des relations entre l'industrie naissante et les sociétés urbaines depuis le XIXe siècle, et que je me plongeais, un peu par accident, dans les archives d'un secteur industriel méconnu, celui de la fabrication des peintures en bâtiment au XIXe siècle, et partant sur l'histoire de la pathologie dont leur fabrication et leur usage ont été responsables et sont encore responsables aujourd'hui sous d'autres formes, à savoir l'intoxication par le plomb, également dénommé saturnisme. Naissance de la santé publique, c'est le titre de l'article que Didier Fassin publiait dans la revue Genèse en 2003 à propos de la réapparition, au milieu des années 1980, d'une épidémie de saturnisme infantile en région parisienne par l'intoxication des enfants par les écailles et poussières de peintures anciennes dans l'habitat insalubre. Cet article envisageait les transformations majeures de l'appréhension du saturnisme infantile en un temps très court, la modification des instruments de perception et du regard des acteurs, en particulier les médecins, en faisant exister, je cite, « une réalité jusqu'alors méconnue, celle de l'épidémie saturnine de la fin du XXe siècle. » Poil à gratter pour l'historienne que je suis que cette mention d'une réalité méconnue à la fin du XXe siècle, qui avait pourtant été connue à une époque antérieure, puisque en quelque sorte recouverte par un voile opaque, par un processus d'invisibilisation dont il fallait tenter de comprendre les déterminants. J'avais en effet le souvenir d'avoir rencontré dans des fonds d'archives et dans des lectures historiennes la question souvent effleurée, jamais investiguée en profondeur, des poisons et produits chimiques qui affectaient gravement la santé des ouvriers d'industrie depuis le XVIIIe siècle au moins. Chapeliers saoulés par les vapeurs de mercure utilisées pour détacher les poils de peau de lapin et fabriquer le feutre des couvre-chefs, ouvrières des fabriques d'allumettes dont les os de la mâchoire se nécrosaient sous l'effet des émanations de phosphore, ouvriers cerisiers fabriquant le fameux blanc de plomb destiné aux peintures en bâtiment, et peintres eux-mêmes s'effondrant dans des coliques atroces après quelques semaines de travail dans des nuages de poussière de plomb. C'est une pénible litanie des corps souffrants au travail, à l'évidence bien antérieure au processus d'industrialisation. Celui-ci, à compter des XVIIIe et XIXe siècles, n'a pas inventé, loin s'en faut, le risque au travail, mais il a incontestablement exacerbé des risques préexistants et, dans le même temps, introduit des risques nouveaux, largement liés d'une part à la mécanisation croissante du travail, l'usage des machines, et d'autre part à l'utilisation de plus en plus massive de produits chimiques dans les procédés industriels. L'histoire des maux du travail dans le monde industriel est donc une réalité objectivable. Pourtant, au-delà des descriptions effrayantes et des constats alarmés, le phénomène souffre d'une opacité historique majeure, tant sa visibilité est conditionnée par la construction socio-historique de l'indignation sociale et de sa perceptibilité. L'impatience et la colère contre ce qui est conçu comme intolérable, à savoir tomber malade ou mourir de son travail, ou, comme on l'a plus récemment formulé, perdre sa vie à la gagner. L'impatience et la colère, donc, sont à la fois une conséquence et une condition de la perception des risques professionnels par les contemporains, perception à partir de laquelle peut s'édifier une cause politique. Mon propos aujourd'hui sera donc à distance d'élaboration statistique sur les malades et leurs pathologies, à distance d'un discours téléologique sur l'intervention croissante des États en matière de protection sociale, à distance enfin du récit irénique de l'amélioration des conditions sanitaires de travail depuis le XIXe siècle, malgré les indiscutables progrès de la médecine qui en ont permis une perception plus fine. L'historien de la santé Jacques Léonard imputait, c'était en 1981, la pérennité de la souffrance au travail à, je cite, « l'épais coussin de l'indifférence bourgeoise ». Sans rejeter celui-ci au rang de vieille lune, mon propos cherchera aujourd'hui à montrer qu'il y a bien d'autres déterminants historiques de l'inégalité des vies au travail et de la perception inégale de la valeur des vies humaines. Ce sera donc une proposition de réflexion sur les facteurs d'invisibilité des corps souffrants au travail depuis le XIXe siècle,
en partant notamment du cas ô combien emblématique de l'intoxication par le plomb, pour essayer d'éclairer l'imbrication des chronologies, la non-linéarité des récits, et faire cheminer de concert l'histoire des savoirs scientifiques et médicaux, des conditions matérielles de travail et de leur perception par les acteurs de mobilisation sociale. Le projet est ambitieux, certes, et je ne ferai que l'effleurer dans le temps qui m'est imparti, en 3 temps correspondant à 3 modes d'appréhension de vie invisible, des vies invisibles au travail: observer, connaître, reconnaître. L'observation des maux du travail et de leurs effets délétères sur les corps n'a pas attendu l'ère industrielle, je l'ai dit. La pratique et la construction du récit historique des grands ancêtres par l'histoire de la médecine ont fait du médecin italien Bernardino Ramazzini le père de l'observation des maux du travail, avec son ouvrage « De morbis artificum diatriba », le discours sur les maladies des artisans, publié à Padoue en 1700. Ramazzini y décrit les affections dont souffrent pêle-mêle les doreurs, peintres, serruriers, vidangeurs, fossoyeurs, sages-femmes, boulangers, confiseurs, nourrices ou écrivains, en raison de l'usage répété de substances nocives, de l'exposition aux poussières toxiques, de postures ou de gestes pathogènes. D'autres l'avaient précédé et d'autres l'ont suivi. L'allemand Stockhausen au XVIIe siècle, le français Pâtissier et l'anglais Thackeray dans le premier tiers du XIXe siècle, et quelques autres encore. C'est ainsi élaboré précocement un savoir descriptif des maux du travail, qui observe et note l'ensemble des signes visibles des maladies qu'il attribue à l'activité professionnelle, en mobilisant un savoir toxicologique rudimentaire. À distance de la naissance du malade comme objet de science évoqué par le Foucault de la naissance de la clinique, on assiste d'abord à la naissance de la pathologie comme conséquence d'un métier dans une relation quasi mécanique qui met en évidence des liens de causalité forts entre une exposition à un geste répétitif ou à un toxique, d'une part, des signes pathologiques systématiques, d'autre part. Cette conception étiologique étroite aboutit à l'attribution quasi systématique d'une pathologie à un type de métier qui se traduit dans la langue savante comme dans la langue commune. La colique des potiers, l'anémie des broyeurs de couleurs, l'hydrargyrisme des coupeurs de poils, plus tard la nécrose phosphorée des allumetières ou le nystagmus du mineur, sont issus d'une conception héritée de l'époque moderne, donc, qui a très largement perduré jusqu'au début du XXe siècle au moins. Tout en définissant les premières catégories nosographiques des maux du travail, ces dénominations constituent une première forme d'invisibilisation, en excluant du champ d'observation tous ceux qui ne correspondent pas aux 2 catégories. Comment, en effet, attribuer la dite colique des potiers, qui n'est autre qu'une colique saturnine, à un ouvrier peintre ou à un tailleur de pierres précieuses? Ils sont pourtant effectivement atteints du même mal. Le premier à cause des émaux de plomb qu'il a appliqués sur les objets modelés et cuits, le second à cause du carbonate de plomb qu'il mêle à sa peinture pour la blanchir, le troisième à cause des poussières échappées de la meule de plomb qu'il utilise pour tailler les pierres dont il fera des bijoux. La séparation hermétique entre ces dénominations, qui pourtant renvoient à des tableaux symptomatiques identiques, rend durablement invisibles les vies amputées des artisans et ouvriers. Ce savoir clinique du 1er XIXe siècle est donc un savoir en miettes, qui décrit à une échelle microscopique et désincarnée des faits qu'il déplore. De ce modèle, le corps ouvrier est largement absent, réduit à la condition de siège, de cadre de signes pathologiques observables. Quand il est représenté, il est lui-même en miettes, le corps, comme celui des ouvriers et des ouvrières en fleurs artificielles, manipulant arsenic et autres substances toxiques qui souffrent de lésions dermatologiques qui font frémir. Pas de lien entre ce tableau symptomatique et la vie qui l'héberge. Le malade est un fantôme, un corps naturalisé et fragmenté, soumis à des procédés chimiques ou mécaniques reconnus comme nocifs. Voici, à ma connaissance, l'une des seules représentations de l'industrie mortifère du blanc de plomb qui circule au milieu du XIXe siècle. Et vous voyez qu'il s'agit d'une planche technique décrivant les étapes successives du procédé chimique de fabrication. Au moment même où ce secteur qui fabrique le pigment de plomb destiné à blanchir la peinture qui couvre les murs intérieurs et extérieurs des villes européennes, au moment même donc où ce secteur est dénoncé à haut cri comme le plus dangereux de toute l'industrie européenne, à l'heure où l'on invente des substituts pour mettre un terme à l'utilisation de ce poison, à l'heure où l'État français prend des mesures de restriction de l'usage du produit toxique, qui ne seront quasiment pas mises en œuvre, la représentation que l'on donne de l'industrie de la céruse se borne à la description désincarnée de son procédé chimique.
Même quand on représente l'espace de travail, ce qui compte, c'est de représenter l'outil industriel, plus que la force de travail, comme ici, dans la fabrique de Cérus de la veuve Pérus à Lille, dont les corps au travail sont quasiment absents. Cette gravure de 1885 représente l'atelier de broyage de cette usine de blanc de plomb, en pratique envahi des nuages de poussière plombique inhalés par des dizaines d'ouvriers affairés. L'usine en compte environ 70, figurée ici comme une vaste salle aérée et propre où déambulent quelques individus dans un parfait ordonnancement des cuves et des rouages. Avec la légende, tout en ambiguïté, je cite, « Le grand mérite de l'usine Pérus est de chercher, par la diminution du nombre d'hommes employés, à réduire le nombre des sujets exposés à l'intoxication. » De même, lorsqu'au détour du rapport du Conseil d'hygiène ou de salubrité, on trouve des descriptions détaillées des procédés industriels dangereux, c'est tout à la fois pour déplorer, en quelques lignes, les dommages qu'ils sont susceptibles de provoquer sur des corps absents de l'évocation, et dans le même temps justifier le caractère indispensable de ces procédés à l'économie et à la prospérité nationale. Observer les baux du travail, donc, sur des armées de corps invisibles, est la condition sine qua non de leur connaissance. Mais la transformation de ce savoir en miettes en savoir construit au cours du XIXe siècle n'empêche pas le maintien de très nombreux obstacles à la connaissance et à la mesure de la souffrance des corps ouvriers. Ce sera donc mon second point. Je voudrais d'abord insister sur un facteur d'invisibilité pérenne des maux du travail qui tient à la temporalité et qui produit une perception spécifique des maladies professionnelles au regard des accidents qui interviennent dans l'atelier, à l'usine ou dans tout autre espace laborieux. L'accident, mains broyées dans les engrenages des machines, chevelures des femmes arrachées par les mécanismes des machines à tisser, jusqu'aux catastrophes minières et à la mort de masse, bénéficient, si je puis m'exprimer ainsi, du caractère brutal et souvent spectaculaire de leur survenue, qui leur offre une brève mais réelle visibilité. À l'échelle micro, parce qu'il constitue un point de rupture dans le déroulement de la journée de travail à l'atelier, l'accident intervient, on arrête la machine, on crie devant le désastre, on évacue le blessé. À l'échelle macro, les 1099 morts du coup de grisou des mines de Courrières en 1906, le plus meurtrier des accidents industriels de l'histoire de France, suscitent de très nombreuses représentations doloristes qui accompagnent et illustrent le deuil national. Des cartes postales éditées à l'occasion de cette catastrophe. Rien de tel, en revanche, pour cette immense épidémie silencieuse de la maladie professionnelle, beaucoup plus meurtrière, mais qui n'entrave pas pour autant le déroulement de la machine industrielle. En l'occurrence, ici, la silicose, qui frappe des bataillons des mêmes mineurs du bassin charbonnier, d'autres affections ailleurs. Que représenter? Comment dire la maladie du travail? Comment la montrer? La lente déréliction des corps, l'usure invisible et pourtant si prégnante, la vieillesse survenue avant l'heure, l'intoxication des organes internes, des poumons, aux reins, au système nerveux. Dans un monde où l'espérance de vie de la population générale est réduite, 40 ans environ en 1900, plus réduite encore au sein des classes populaires, on peine à distinguer et à démontrer cette mort lente, c'est-à-dire l'atteinte des corps par les gestes répétés, les toxiques, l'air vicié et l'atmosphère empuantie et empoussiérée des ateliers. La mort lente, c'est aussi la survenue des signes de la maladie dans une temporalité qui interdit pendant très longtemps toute corrélation directe entre les conditions du travail industriel et la survenue des symptômes. Dans un monde industriel marqué à l'évidence au XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à l'entre-deux-guerres au moins, par une intense mobilité, où l'on s'emploie à la journée, à la semaine, où l'on est congédié sans préavis, où l'on travaille sans qualification un jour sur un chantier de construction ferroviaire, le lendemain dans une verrerie, le rythme propre des affections et de la survenue des pathologies rend extrêmement malaisée la traque des facteurs qui affectent la santé humaine. Ainsi, la maladie, fuyante, malaisée à caractériser, tapie dans l'ombre, est le parent pauvre de la description des classes laborieuses, qui fait pourtant l'objet de quantité d'enquêtes dès les années 1830-40 et s'affirme pendant un siècle environ comme un mode de connaissance majeur des transformations sociales. Ces enquêtes sont riches d'informations, difficilement comparables. La plupart de ces enquêtes locales et nationales sur les conditions de travail menées au XIXe siècle offrent en quelque sorte un tableau impressionniste de l'industrie européenne, éclairant quelques secteurs particulièrement pathogènes. Qu'elle se penche sur les mines de mercure d'Almadène en Castille,
sur la fabrication de la céramique dans le Staffordshire ou sur les ouvriers en coton, laine et soie, comme la fameuse enquête européenne menée sous la houlette de Louis-René Villermé en 1840, ces enquêtes ne révèlent qu'entre les lignes le désastre sanitaire qui touche le monde artisanal et industriel. Mais elles sont largement empreintes d'un fatalisme généralisé face à la maladie et à la mort au travail. À lire ces enquêtes, les malades n'existent pratiquement pas. Traités en foules anonymes, généralement naturalisés dans une dénomination générique et globalisante, l'ouvrier, ils échappent à la plupart des représentations, dans un contexte où l'immense majorité de ceux qui s'expriment le font pour chanter les louanges du progrès industriel et technique. Quelques-uns constatent que le travail qui abîme et déforme les corps devient un stigmate social. Je cite ici l'auteur anglais William Dodd en 1842. Un jeune garçon ouvrier à la fabrique, je cite, « se reconnaît facilement dans la rue. Il a les genoux cagneux, les chevilles enflées, une épaule plus haute que l'autre, le dos voûté, la poitrine bombée, ou bien encore il est affligé d'une autre sorte de déformation. » Fin de citation. Rares sont ceux qui ont l'intuition que ces enquêtes fournissent de la réalité une image déformée. Le médecin de Leeds, Charles Thakral, constate ainsi que si le secteur textile anglais ne présente pas une mortalité ouvrière massive, c'est que la plupart des fileurs de coton, usés par la dureté du travail, vont mourir dans un autre métier, souvent un emploi dégradé et sans qualification, garçon de course, vendeur sur les marchés, tous ces petits métiers informels qui échappent à la statistique industrielle. De même, ceux qui cherchent à prendre la mesure de l'épidémie du saturnisme professionnel viennent-ils dénombrer les ouvriers malades dans les serrureries de Lille, de Milan ou de Newcastle? Une quinzaine d'ouvriers affectés à des degrés divers sur la centaine qu'emploie la fabrique, c'est un déchet sanitaire, le terme est employé dans les sources, tolérable dans le contexte de violence industrielle du XIXe siècle. Mais c'est sans compter qu'une fabrique qui offre une centaine de postes emploie, dans les faits, entre 400 et 800 ouvriers par an, tant le turnover de la main-d'œuvre est intense et qu'une grande part d'entre eux échappent au regard, quittant l'usine après quelques semaines, non sans avoir tracé à la va-vite le terme d'abattoir sur la porte. Qu'on aille donc les chercher à l'hôpital. Là encore, les obstacles sont nombreux à l'élaboration d'une évaluation fiable. L'hôpital souffre jusqu'à la Première Guerre mondiale d'un déficit de confiance et d'une réputation exécrable, lieu d'accueil des incurables, lieu de relégation des indigents et des parias de la société. Le manœuvre non qualifié fuit l'hôpital, tant que faire se peut, parce qu'il craint de ne plus en ressortir. L'ouvrier qualifié le fuit pour échapper aux stigmates et à l'opprobre social, préférant s'adresser à la médecine de ville, aux dispensaires syndicaux ou aux consultations de jour de l'assistance publique, qui ne tiennent aucun compte des pathologies qu'il rencontre avant que le saturnisme, en 1902, et bientôt d'autres affections, deviennent des pathologies à déclaration obligatoire. Connaître, c'est enfin chercher à identifier et à mesurer les maux directement imputables à l'activité professionnelle. En la matière, l'invisibilité tient également aux pratiques d'identification et de consignation des pathologies. Dans les rapports d'hospitalisation, comme sur les certificats de décès, le médecin porte l'affection spécifique dont souffre ou dont meurt le patient, négligeant la cause première de l'affection. Ainsi, on meurt rarement officiellement de saturnisme, mais on meurt par dégénérescence cardiovasculaire, par lésion du rein ou encéphalopathie, toutes à l'évidence liées à l'intoxication par le plomb, 4 ou 5 ans après que le malade s'est vu contraint d'abandonner sa profession, dont il n'est par conséquent pas fait mention sur le certificat de décès. Tâche complexe, voire impossible donc, de débusquer les malades du travail dans les statistiques élaborées. Pas de thermomètre, pas de fièvre. Les contemporains, comme les historiens, peinent à prendre la mesure de l'hécatombe des maladies professionnelles. À l'ensemble de ces critères d'invisibilité des malades du travail s'ajoute enfin le critère du sexe. En 1896, le jeune gynécologue Justin Ballan mène, pour sa thèse de la faculté, une série d'entretiens dans des ateliers de composition typographique à Paris. L'atmosphère y est chargée de poussière de plomb et les femmes portent les lettrines à la bouche et s'intoxiquent par ce geste en ingérant la poussière de plomb demeurée au fond des cases qui s'attachent aux lettrines qui ont séjourné. Suit la triste litanie des parcours maternels, fragments de biographie féminine amputés par ces grossesses réitérées, par ces deuils d'enfants à répétition. L'identification du caractère reprotoxique et tératogène du plomb, c'est-à-dire que c'est un abortif puissant et il affecte très gravement la reproduction humaine et la croissance des fœtus, n'a fait l'objet d'aucune considération au cours du XIXe siècle. Mais il sort de l'ombre au tournant du XXe siècle, lorsque l'angoisse populationniste saisit la nation française. Face à l'opulente et féconde nation allemande,
prête à aligner des bataillons de jeunes hommes sur les champs de bataille de la revanche, la France fait figure de peuple en déclin démographique, atteignant péniblement le seuil de 2 enfants par femme, 2 enfants vivants par femme vers 1900. La perception de ce danger national va jouer conjoncturellement dans la mise en visibilité de la toxicité du plomb au travail et plus généralement des empoisonnements industriels par la rencontre de mobilisations idéologiquement opposées, la nébuleuse ouvriériste d'une part, la droite nationaliste et populationniste d'autre part, qui partagent ponctuellement des intérêts convergents en faveur de la suppression des poisons au travail. Observer, connaître, reconnaître. J'en arrive à la 3e déclinaison de ces vies invisibles de corps meurtris par le travail industriel. Et ce 3e volet, celui de la reconnaissance, n'a rien d'un happy end, ou plus exactement, est-ce un happy end en trompe-l'œil. D'abord parce qu'à mesure que le savoir médical s'élabore à propos des maladies du travail, que les nosographies se construisent et que l'étiologie des pathologies se précise au cours du second XIXe siècle, la constitution de l'hygiénisme en champ intellectuel et politique dominant est allée à l'encontre de l'imputation des maux des ouvriers aux conditions matérielles du travail. Les historiens l'ont montré. La doctrine hygiéniste, qui embrasse la globalité de l'environnement des hommes et des femmes au travail, y compris les facteurs étrangers au travail lui-même, le logement, l'alimentation, les conditions d'existence, relativise par là même l'importance des facteurs pathogènes directement liés à l'activité professionnelle, quitte à les faire disparaître derrière le voile des, je cite, « mœurs ouvrières », de la négligence, voire de l'inconduite attribuée aux classes populaires. Pour reprendre un exemple que j'évoquais tout à l'heure, en Angleterre, le constat des fausses couches répétées des ouvrières manipulant le plomb dans les usines de Céruse conduit même certains observateurs à accuser les jeunes ouvrières aux mœurs légères de s'embaucher à la fabrique de Céruse avec l'intention de se débarrasser à bon compte d'une grossesse indésirable. Dans ce contexte hygiéniste, une législation générale se borne à énoncer quelques principes de ce que l'on appelle alors l'hygiène des ateliers, l'aération des locaux, la toilette des ouvriers. Plutôt que de remettre en cause produits et procédés dangereux, on érige la responsabilité individuelle en politique sanitaire, incitant les ouvriers à adopter ce que l'on pourrait appeler, en assumant l'anachronisme, des gestes barrières, qui tiennent lieu de toute politique de prévention. Ainsi, pour se prémunir contre la prédation des poisons professionnels, il suffirait de se laver fréquemment les mains, de garder les ongles courts, d'éviter toute blessure pouvant constituer une porte d'entrée du toxique dans le corps, ou tout simplement de porter un masque. Mais non, la céruse n'est pas dangereuse, il suffit de porter un masque, dit la légende de cette caricature. Caricature qui dit toute l'ironie macabre de cette proposition, en même temps qu'elle montre la mort en train de se faire, en train de faire son œuvre par le masque de mort que porte l'ouvrier. Dans la plupart des pays industrialisés, le début du XXe siècle voit s'imposer, selon des chronologies variables, un arsenal législatif de reconnaissance médico-légale des maladies professionnelles. En France, la loi du 25 octobre 1919 reprend le modèle britannique, mais ne reconnaît que 2 pathologies, l'intoxication par le plomb et par le mercure, quand la Grande-Bretagne en reconnaît une 30aine, l'Allemagne une 10aine. S'inspirant de cette vision mécaniciste réductrice entre l'exposition aux poisons industriels et la survenue de la pathologie, la loi française repose sur une logique de réparation qui vient reconnaître et indemniser de manière forfaitaire et a posteriori les malades avérés. Mais la loi est en l'occurrence l'instrument de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, l'enjeu pour le monde patronal est de limiter son périmètre de responsabilité, c'est-à-dire d'éviter autant que possible d'indemniser des affections qui seraient dues aux conditions de vie étrangères au travail. D'où l'institution du système des doubles tableaux. Je montre ici comme exemple le tableau numéro 1 sur le saturnisme. Et vous voyez l'organisation de ce tableau qui est inscrit dans la loi, qui permet de restreindre les conditions de la reconnaissance aux situations professionnelles les plus évidemment pathogènes, en segmentant la pathologie en symptômes seuls reconnus comme indemnisables, les symptômes étant ici situés dans la colonne de gauche, dans la mesure où ils surviennent chez un individu qui travaille dans l'un des secteurs indiqués dans la colonne de droite, et à l'exclusion de tout autre. On le voit clairement ici, dans un texte de loi qui apparaît à première vue comme une forme de résolution de l'injustice sociale des maladies professionnelles, la question de la santé des populations laborieuses connaît en fait un processus de segmentation qui fragmente la prise en charge en secteurs de travail, en métiers exercés, en types de toxiques fréquentés, interdisant toute conception globale de l'environnement de travail.
Et cela permet aux législateurs de faire le tri, en quelque sorte, parmi les signes scientifiquement acceptés de la maladie, afin d'exclure du périmètre de la loi ceux qui risqueraient d'avoir une origine extra-professionnelle. Ainsi, en reconnaissant de façon très restrictive les maux du travail, la loi française de 1919 réduit très largement la portée d'une quelconque prévention au travail et achève de faire de l'acceptation du risque le mode de gouvernement privilégié des risques du travail. On comprend combien la négociation des tableaux de maladies professionnelles va devenir, au cours du XXe siècle, le nerf de la guerre et, dans un rapport de force inégal entre ouvriers et industriels, l'instrument légal de la fabrique de la sous-reconnaissance des pathologies professionnelles. Difficile de conclure, car cette histoire n'est pas achevée. Les poussières de plomb qui empoisonnaient les ouvriers sérusiers et les peintres en bâtiment jusqu'au milieu du XXe siècle empoisonnent désormais les enfants en faisant résurgence sur les murs des logements indignes de la périphérie de nos grandes villes. Ce rebond, ce ricochet historique qui voit réapparaître le poison sous une autre forme et faisant d'autres victimes, est exemplaire à mes yeux d'au moins deux dimensions essentielles. En premier lieu, il me semble qu'il faut prendre la mesure de la valeur très relative de la norme et de la loi en matière de santé des populations au travail. Si elle est nécessaire pour fixer des cadres décents à l'usage des corps et à leur exposition aux risques, la loi ne suffit pas, loin s'en faut, à protéger les individus. Sa lettre, mais aussi sa mise en œuvre pratique, peuvent également s'avérer l'instrument de l'invisibilisation sociale. Les ouvriers fleuristes, les peintres, les sérusiers que j'ai évoqués, comme les verriers de Givors que Pascal Marie-Chalard a brillamment mis en scène dans son dernier livre, sont l'illustration de cette inégalité des vies inscrite dans les tables de la loi. En second lieu, au-delà de l'incontestable accumulation des savoirs scientifiques sur les pathologies et sur la santé des populations depuis 2 siècles, la non-linéarité historique des discours s'impose de façon éclatante, revenant à intervalles irréguliers sur le devant de la scène publique, faisant alterner phase de visibilité et période d'imperceptibilité durable. La souffrance au travail est un objet qui entrave toute perspective progressiste et nous maintient, bon gré mal gré, historiens et praticiens des sciences sociales, dans un régime de vigilance pour poser des mots sur l'effacement des vivants et des morts. Je vous remercie.